Lors du dîner d'anniversaire de mon père, il a levé son verre. À notre plus grande déception. Notre fille de 30 ans qui ne peut toujours pas voler de ses propres ailes. La table a ri. Ma mère a eu un sourire en coin. 2 enfants auraient suffi. J'ai continué à manger, puis je me suis levé. Avant le nouvel an, vous le regretterez. Ils ont ri plus fort. Une semaine plus tard, 68 appels manqués. Papa. S'il te plaît, réponds. Frère. Sœurette, ce n'est pas drôle. Maman. J'avais tort. Rentre à la maison. Je m'appelle Caitlin Miller et j'avais 32 ans quand ma famille m'a finalement poussé à bout. Lors du déjeuner du dimanche, j'avais à peine pris 2 bouchées avant que mon père ne tape sa fourchette contre son verre comme s'il s'apprêtait à porter un toast de mariage. Tout le monde à la table a fait le silence. Puis il a annoncé. Ta sœur a perdu son travail, alors tu vas couvrir ses factures pendant un moment. Ma mère a hoché la tête comme si la décision avait déjà été promulguée. La famille est de la famille. Pas de dispute. J'ai regardé de l'autre côté de la table ma sœur, qui faisait défiler l'écran de son téléphone avec des ongles fraîchement faits, un sac de créateur à côté de sa chaise, et pas une once de honte sur le visage. Pendant des années, j'avais été la personne responsable, ce qui signifiait en réalité la personne que tout le monde appelait quand leur choix devenait coûteux. J'avais payé des loyers d'urgence, couvert des réparations de voitures, acheté des courses, et une fois même vidé mon fonds de vacances parce que ma sœur avait besoin d'une remise à zéro. Mais cet après-midi-là, quelque chose en moi est devenu froid et clair. J'ai pris une petite gorgée de café, j'ai posé la tasse et j'ai dit. Elle est adulte. Elle peut prendre soin d'elle-même. La pièce s'est figée. Le visage de mon père s'est crispé. Ma mère a chuchoté mon nom comme si j'avais juré à l'église. Ma sœur a finalement levé les yeux. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai seulement regardés et j'ai dit. L'argent s'arrête aujourd'hui. Puis je suis sorti avant qu'ils ne puissent à nouveau transformer la culpabilité en arme. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Avant que je ne vous dise ce qu'ils ont dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pour comprendre pourquoi cette seule phrase a frappé ma famille comme une bombe, vous devez comprendre comment notre maison fonctionnait bien avant ce déjeuner du dimanche. Ma sœur Chloé avait toujours été traitée comme un délicat ornement en verre, même quand c'était elle qui renversait les étagères. Mes parents, Russell et Marianne, croyaient que Chloé était créative, sensible et non faite pour la pression. J'étais le contraire. J'étais stable, pratique et assez forte pour gérer la déception. À 16 ans, quand je voulais étudier le design graphique, mon père m'a dit que l'art était pour les gens qui avaient quelqu'un d'autre pour payer leurs factures. À 18 ans, quand Chloé a pleuré parce que l'université semblait trop stressante, ma mère a dit qu'elle avait besoin de compassion. Quand j'ai fait 2 emplois pendant mes études au collège communautaire parce que les bourses ne couvraient pas tout, mes parents appelaient cela forger le caractère. Quand Chloé a abandonné après un semestre et a passé 6 mois à se trouver, ils appelaient cela la guérison. C'est la première fois que j'ai appris la règle familiale. Les erreurs de Chloé étaient des blessures et mes sacrifices étaient des devoirs. À 24 ans, j'étais devenu la sortie de secours pour la mauvaise planification de tous les autres. Si le loyer de Chloé était en retard, on me disait de ne pas embarrasser la famille en la laissant galérer. Si mes parents se surmenaient pour l'aider, on me demandait de contribuer parce que je n'avais pas d'enfants et pas de réelles obligations. La partie la plus cruelle était qu'ils n'ont jamais appelé cela profiter de moi. Ils enveloppaient chaque demande dans des mots doux comme amour, unité, loyauté et famille. Mais l'amour ne semblait jamais rien exiger de Chloé, à part une autre excuse et une promesse qu'elle ne tenait jamais. J'ai gravi les échelons jusqu'à un emploi stable en comptabilité dans une entreprise de construction régionale. Ce n'était pas prestigieux, mais cela payait assez pour un appartement calme, une voiture d'occasion et le petit sentiment de liberté de ne pas vérifier le solde de mon compte bancaire avant d'acheter un café. Ma famille voyait cela comme la preuve que je pouvais donner plus. Ils n'ont jamais vu les nuits où je mangeais des céréales pour le dîner après avoir transféré de l'argent à Chloé. Ils ne m'ont jamais vu refuser des voyages avec des amis parce que je venais de payer sa facture de téléphone. Ils n'ont jamais vu le tableau de bord que je gardais dans un fichier verrouillé sur mon ordinateur portable,
celui étiqueté prêts familiaux. Même si au fond de moi, je savais que rien de tout cela ne serait jamais remboursé. Cela a commencé comme un moyen de suivre ce qu'on me devait. Avec le temps, c'est devenu la preuve de l'importance minime que j'avais pour eux, à moins d'être utile. Le dossier contenait des dates, des montants, des captures d'écran, des confirmations bancaires, des messages textes et des messages vocaux. Mon père a écrit une fois. Couvre juste Chloé ce mois-ci et nous arrangerons les choses. Ma mère a envoyé un message texte une fois. S'il te plaît, ne fais pas sentir à ta sœur qu'elle est un fardeau. Chloé m'a envoyé une fois une photo d'elle-même depuis le bar sur le toit d'un immeuble 48 heures après que j'ai payé sa facture d'électricité, avec la légende. Enfin capable de respirer à nouveau. J'ai tout gardé, non pas parce que je planifiais une vengeance au début, mais parce que les chiffres rendaient la vérité plus difficile à manipuler. Puis, 3 mois avant ce déjeuner du dimanche, Chloé a perdu un autre emploi. Elle a dit à nos parents que son patron était jaloux de sa confiance en elle. J'ai appris plus tard qu'elle avait été renvoyée après avoir manqué à plusieurs reprises les réunions du matin et mis des achats personnels sur une carte de l'entreprise. Mes parents n'ont pas posé de questions parce que les questions les auraient forcés à admettre ce qu'ils avaient élevé. Au lieu de cela, ils ont construit un nouveau plan sans me le dire. Je devrais couvrir le loyer de Chloé, les services publics, le paiement de la voiture, l'assurance et le soutien au mode de vie de base jusqu'à ce qu'elle soit émotionnellement prête à retravailler. Ils ne m'ont pas demandé si je pouvais me le permettre. Ils ne m'ont pas demandé si je le voulais. Ils ont simplement supposé que mon compte bancaire appartenait à la famille chaque fois que la vie de Chloé s'effondrait. Ce déjeuner du dimanche n'était pas une demande. C'était une assignation publique. Ils avaient choisi un restaurant bondé parce qu'ils pensaient que je serais trop gêné pour refuser. Ils pensaient que l'ancienne version de moi sourirait de manière crispée, ravalerait l'humiliation et demanderait de combien elle avait besoin. Mais ils avaient oublié une chose. Les gens ne restent pas obéissants pour toujours. Parfois, ils gardent les reçus. Parfois, ils apprennent la différence entre être aimant et être utilisé. Et parfois, la fille que tout le monde qualifie d'égoïste est la seule assez courageuse pour dire la vérité. Quand je suis sorti du restaurant, mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de monter dans ma voiture. Je ne suis pas parti immédiatement. Je suis resté assise là dans le parc de stationnement, la ceinture de sécurité en travers de la poitrine, à regarder à travers le pare-brise pendant que mon téléphone s'allumait sur le siège passager. D'abord est venue ma mère, puis mon père, puis Chloé, puis mon père à nouveau. J'ai laissé chaque appel sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pour une fois, leur panique n'est pas devenue mon urgence. C'était nouveau. Habituellement, la culpabilité avait un effet physique sur moi. Elle resserrait mes côtes, raccourcissait mon souffle et me donnait l'impression d'être une fille terrible avant même d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Mais ce jour-là, sous la culpabilité, il y avait quelque chose de plus tranchant. La clarté. Mon père n'avait pas dit. Peux-tu aider? Il avait dit. Tu vas couvrir ces factures. Ma mère n'avait pas dit. Discutons-en. Elle avait dit. Pas de dispute. Chloé n'avait rien dit du tout parce que le silence avait toujours fonctionné pour elle. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre pendant que mes parents me transformaient en la solution. Je suis rentré chez moi en conduisant, j'ai verrouillé la porte de mon appartement et j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'évitais habituellement le dimanche. Le tableau de bord était toujours là. J'ai tapé la nouvelle catégorie avant même qu'il n'envoie le montant. Soutien au chômage de Chloé. Puis j'ai regardé le total au bas du fichier. Sur 8 ans, j'avais donné ou payé 48 732,17 $. Je me souviens des centimes parce qu'ils rendaient le chiffre insultant de réalité. Près de 50 000 $ avaient quitté ma vie en petits morceaux raisonnables et approuvés par la famille. 2 cents par-ci, 9 cents par-là, un paiement de voiture, une caution, une facture médicale qui s'est avérée plus tard ne pas être médicale du tout. J'ai cliqué sur les captures d'écran et les souvenirs sont revenus avec chacune d'elles. Chloé pleurant parce qu'elle allait être expulsée, puis publiant des photos de son repas de fin de matinée le week-end suivant. Ma mère me disant d'être patiente parce que Chloé n'était pas aussi résiliente. Mon père m'avertissant que si je refusais d'aider, je regretterais d'avoir abandonné ma sœur. Cette nuit-là, j'ai arrêté de lire leurs messages et j'ai commencé à lire mes propres archives. J'ai trouvé le transfert bancaire de l'année où elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour des cours de certification.
J'ai trouvé le reçu pour le conseiller de carrière qui était en fait une retraite de luxe avec une piscine. J'ai trouvé le message texte où maman admettait, peut-être par accident, que papa avait promis à Chloé que j'interviendrais si elle perdait à nouveau son emploi. Ma gorge brûlait, mais je n'ai pas pleuré. J'ai tout imprimé. Page après page on glissait de l'imprimante pour former une pile soignée qui ressemblait moins à une histoire de famille et plus à une pièce à conviction de tribunal. À 1h13 du matin, Chloé a finalement envoyé un message. Tu m'as fait honte aujourd'hui. J'espère que tu es fier. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. Puis j'ai envoyé une seule phrase. Je suis fier d'avoir enfin fait honte à la bonne personne. Le lendemain matin a commencé avec du bruit. Mon téléphone a vibré à 6.42. Mon père a laissé un message vocal d'une voix si contrôlée que cela semblait répéter. Il a dit. Tu as 24 heures pour t'excuser auprès de ta mère et appeler Chloé avant que je ne reconsidère ta place dans cette famille. Ma mère a envoyé cet message texte, chacun plus dramatique que le précédent. Elle a dit que Chloé s'était rendue malade à force de pleurer. Elle a dit que je les avais humiliés en public. Elle a dit que la loyauté familiale n'était pas facultative. Chloé a envoyé une demande de paiement de $2850 étiquetée loyer plus survie. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'audace était presque impressionnante. Puis j'ai refusé la demande et j'ai tapé. Survie avec ton propre budget. C'est alors que la vraie guerre a commencé. Mon père a appelé la ligne fixe de mon bureau 1 heure plus tard. J'étais assise à mon bureau quand notre réceptionniste m'a envoyé un message, confuse, disant qu'un homme prétendant être mon père insistait sur le fait qu'il y avait une urgence familiale. J'ai pris l'appel dans une salle de conférence. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a dit. Tu rends cela plus laid que ça ne devrait l'être. Je lui ai dit qu'il avait appelé mon lieu de travail pour faire pression sur moi concernant les factures de Chloé, et que s'il le faisait à nouveau, je le bloquerais partout. Sa voix a baissé. Ne me menace pas, Caitlin. J'ai répondu. Alors ne me traite pas comme un distributeur automatique avec le visage d'une fille. Il a raccroché en premier. Pour le reste de la journée, ma concentration a été ruinée. Mais quelque chose d'important avait changé. Je ne me demandais pas si j'étais allé trop loin. Je me demandais pourquoi je n'étais pas allé assez loin plus tôt. Après le travail, j'ai appelé ma banque et j'ai retiré mes parents en tant que contact d'urgence sur mes comptes. J'ai changé les mots de passe. J'ai gelé un compte de diffusion en continu familial partagé que j'avais oublié que je payais. J'ai annulé le transfert automatique étiqueté aide ménagère maman qui était discrètement devenu une subvention mensuelle pour les courses. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai écrit un message que je n'ai pas encore envoyé. Il commençait ainsi. Puisque tout le monde veut discuter du soutien familial, je pense qu'il est temps de discuter d'où est réellement allé ce soutien. J'ai joint le tableau de bord. J'ai joint des captures d'écran. J'ai joint des transcriptions vocales. Mon doigt planait au-dessus d'envoyer et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur colère. J'avais peur de la paix que ma vie pourrait devenir sans elle. D'ici mercredi soir, ma famille avait changé de tactique. Les appels en colère ont ralenti et la performance a commencé. Ma mère a publié une ancienne photo de Chloé et moi sur les réseaux sociaux avec la légende. Le cœur d'une mère se brise quand ses filles s'oublient l'une l'autre. Elle ne m'a pas identifié, mais elle n'en avait pas besoin. Les cousins ont commencé à envoyer des messages dans l'heure. L'un a demandé si je refusais vraiment d'aider Chloé après sa crise de santé mentale. Un autre a dit que mes parents vieillissaient et ne méritaient pas de stress. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans a écrit. L'argent va et vient, mais la famille c'est pour toujours. J'ai regardé ce message pendant un long moment, puis j'ai ouvert mon tableau de bord et j'ai regardé à nouveau le total. L'argent allait et venait. Le mien partait toujours. Celui de Chloé arrivait toujours. C'est alors que j'ai réalisé que mes parents ne me mettaient pas seulement la pression en privé. Ils construisaient une histoire publique où Chloé était impuissante. Ils avaient le cœur brisé. Et j'étais la fille froide et prospère qui avait abandonné tout le monde. Ils l'avaient déjà fait de manière plus mineure. Quand j'ai dit non pour payer la réparation de la voiture de Chloé, maman a dit aux proches que je traversais une phase égoïste. Quand j'ai refusé de prêter ma carte de crédit à Chloé pour un week-end entre filles, papa a dit que j'étais devenue arrogante parce que j'avais un salaire. Mais cette fois,
j'avais quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à ce que j'utilise, des documents. Je n'ai pas répondu en ligne. Je ne me suis pas défendu dans les commentaires. J'ai attendu que ma mère m'envoie un long message texte cette nuit-là m'accusant d'humilier la famille et me suppliant de ne pas faire en sorte que Chloé se sente encore plus mal. Puis j'ai répondu. Je viendrai au dîner de dimanche. Tous ceux qui ont une opinion devraient être là. Elle a répondu presque instantanément. Bien. Viens avec un cœur ouvert. J'ai répondu. Je viendrai avec des dossiers. Elle n'a pas répondu après cela. Le dimanche, je suis arrivé chez mes parents avec un dossier noir uni sous le bras. Les mêmes proches qui m'avaient envoyé des messages étaient là, assis raidement dans le salon comme s'ils avaient été invités à assister à mes aveux. Chloé était assise sur le canapé portant un pull surdimensionné, sans maquillage, et l'expression blessée qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens oublient qu'elle avait des dents. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Ma mère rôdait à côté de lui, les yeux assez rouges pour suggérer qu'elle les avait préparés pour faire de l'effet. Je ne me suis pas assise. J'ai posé le dossier sur la table basse et j'ai regardé chacun d'eux. Avant que quelqu'un ne me fasse la morale sur la famille, je veux m'assurer que nous discutons tous des mêmes faits. Mon père a répliqué sèchement. Ce n'est pas un tribunal. J'ai dit. Bien. Alors personne ne devrait avoir peur des preuves. La pièce est devenue silencieuse. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la première page, un résumé de chaque paiement que j'avais effectué pour Chloé depuis que j'avais 24 ans. Je l'avais organisé par année, catégorie et raison invoquée. Loyer, services publics, voiture, téléphone, frais médicaux, éducation, argent d'urgence, remise à zéro émotionnelle. J'ai fait glisser des copies de l'autre côté de la table. Ma tante en a ramassé une en premier, les sourcils levés. Mon cousin a chuchoté. Est-ce réel? Le visage de Chloé a rougi. Ma mère a tendu la main vers les papiers comme si elle pouvait rassembler la vérité pour la cacher, mais j'ai mis ma main sur le dossier et j'ai dit. Non, tout le monde voulait parler. Maintenant tout le monde va lire. La voix de mon père est devenue dure. Tu as tenu un grand livre de comptes contre ta propre famille. Je l'ai regardé et j'ai répondu. Non. J'ai gardé des preuves parce que ma propre famille continuait à me mentir. C'était la première fissure. Ensuite, j'ai lu le message texte de ma mère admettant qu'elle savait que Chloé avait utilisé l'argent de la certification pour un week-end dans un complexe hôtelier. La bouche de ma tante s'est grande ouverte. Chloé a bondi et a dit que je déformais les choses, mais j'ai cliqué sur lecture sur un message vocal de mon père où il disait. Ne dis pas à Caitlin à quoi ça sert vraiment. Elle devient pleine de jugement quand elle pense que Chloé ne fait pas d'efforts. Entendre sa propre voix remplir la pièce a vidé la couleur de son visage. Ce n'était pas fort, mais cela a atterri plus durement que des cris. Pendant des années, mes parents avaient contrôlé la pièce en décidant quelle version de l'histoire tout le monde entendait. Maintenant, la pièce appartenait aux faits. Ma mère a commencé à pleurer pour de vrai alors, pas les jolies larmes qu'elle utilisait en ligne, mais des larmes désordonnées et paniquées. Nous essayons seulement de protéger ta sœur, a-t-elle dit. J'ai demandé. Des conséquences ou de l'âge adulte? Chloé s'est retournée contre moi. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu as un travail ennuyeux et pas de vie. Il était là. Pas de gratitude, pas de gêne, du ressentiment. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Non, Chloé. Je pense que j'ai fini de financer une vie dont tu te moques. Mon père a claqué la main sur l'accoudoir du fauteuil. Assez. Tu ne manqueras pas de respect à ta sœur dans cette maison. J'ai regardé autour de la pièce les proches qui bougeaient inconfortablement. Ma mère s'essuyant le visage, Chloé tremblante de rage parce que la pitié lui glissait des mains. Puis j'ai dit la phrase qui a tout changé. Si vous exigez que je la soutienne, j'enverrai ce dossier à chaque personne à qui vous avez dit que j'étais égoïste. Mon père s'est figé. Ma mère a chuchoté. Caitlin, s'il te plaît. J'ai continué. Et si quelqu'un contacte encore mon travail, je déposerai une plainte pour harcèlement. Si quelqu'un utilise mon nom, mon crédit ou mes informations bancaires, je le signalerai. Je ne discuterai pas de cela deux fois. Le silence après cela semblait presque sacré. Personne n'a ri. Personne ne m'a qualifié de dramatique. Personne n'a dit que la famille aidait la famille.
Mon cousin a posé le papier comme s'il était brûlant. Ma tante a regardé Chloé et a demandé doucement. As-tu vraiment laissé ta sœur payer tout ça? Chloé n'a pas répondu. Elle a regardé nos parents, attendant qu'ils la sauvent. Mais mon père ne pouvait pas la sauver sans s'exposer davantage. Ma mère ne pouvait pas réécrire l'histoire pendant que tout le monde tenait les reçus. Pour la première fois, l'enfant prodige devait s'asseoir dans la même pièce que la vérité. J'ai ramassé mon dossier, laissant les copies derrière moi. Je ne paie pas les factures de Chloé. Pas ce mois-ci. Pas le mois prochain. Plus jamais. Ma mère a tendu la main vers moi alors que je me retournais pour partir, mais j'ai reculé. Vous m'avez appris que la famille signifie sacrifice, ai-je dit. Aujourd'hui, je vous apprends que le sacrifice sans consentement est de l'exploitation. Puis je suis sorti de la maison pour laquelle j'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bonne. Et cette fois, personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Les retombées ont été immédiates, et c'était plus laid que ce à quoi je m'attendais, mais pas de la manière dont mes parents l'avaient prévu. Dès le lundi matin, la discussion de groupe familial s'était divisée en deux camps. Certains proches étaient silencieux, ce qui dans notre famille signifiait qu'ils savaient que j'avais raison, mais manquaient de courage pour le dire. D'autres ont envoyé de courts messages comme « je n'en avais aucune idée et c'était beaucoup d'argent et tu aurais dû nous le dire plus tôt ». Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que j'avais essayé de leur dire pendant des années, seulement sans documents, sans chiffres, sans preuves assez solides pour survivre à la version des événements de mes parents. Ma tante m'a appelé cet après-midi-là. Elle avait toujours été plus proche de ma mère, alors je me suis préparé à une autre leçon de morale, mais sa voix était modérée. Elle a dit que Chloé lui avait demandé de l'argent la nuit précédente et avait prétendu que je lui avais coupé les vivres par jalousie. Ma tante a posé une question. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de lui répondre? C'était la première conséquence. L'atterrissage en douceur de Chloé a disparu. Dès mardi, 2 cousins avaient bloqué ses demandes de paiement. Dès mercredi, l'oncle qui m'avait autrefois qualifié d'égoïste a envoyé un message texte à mon père et lui a dit de ne pas impliquer la famille élargie dans une manipulation financière privée. Ma mère a supprimé sa publication déchirante sur les réseaux sociaux, mais les captures d'écran avaient déjà voyagé plus loin qu'elle ne le souhaitait. Les mêmes personnes qu'elle avait essayé de recruter comme témoins sont devenues des témoins du mauvais côté. Au travail, j'ai informé les ressources humaines qu'un membre de la famille avait contacté le bureau et pourrait tenter de le faire à nouveau. Je me suis senti gêné de le dire à voix haute, mais la responsable des ressources humaines n'a pas eu l'air choquée. Elle a seulement demandé si je voulais que ma ligne directe soit filtrée pendant un certain temps. Cette gentillesse m'a presque brisé. Pendant si longtemps, ma famille m'avait fait me sentir dramatique pour avoir besoin de protection contre eux. Une étrangère au travail a traité ma limite comme une mesure de sécurité normale. Ce contraste est resté avec moi. Mon père a envoyé un seul courrier électronique le jeudi. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un paragraphe m'accusant de détruire la santé de ma mère, d'humilier Chloé et de monter les proches contre la famille. Il a écrit. Tu as peut-être gagné la salle, mais tu as perdu le respect. J'ai lu cette ligne 3 fois. Puis j'ai répondu. Le respect construit sur le silence n'a jamais été à moi de toute façon. Après cela, j'ai bloqué son numéro pendant 2 semaines. J'ai aussi bloqué ma mère. Non pas parce que je la détestais, mais parce que chaque message d'elle pénétrait mon corps comme une alarme. Chloé a été la dernière que j'ai bloquée. Avant que je ne le fasse, elle a envoyé une note vocale qui commençait par des pleurs et se terminait par des cris. Elle a dit que j'avais ruiné ses chances d'obtenir de l'aide. Elle a dit que je voulais la voir sans abri. Elle a dit que personne ne l'embaucherait parce que les gens comme moi ne comprenaient jamais les âmes créatives. J'ai failli répondre. J'ai failli expliquer que le loyer ne se payait pas avec de la créativité, que l'âge adulte n'était pas de la cruauté, que j'avais moi aussi eu des rêves autrefois avant que tout le monde ne décide que mon but était de financer les siens. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé la note vocale dans le dossier et je l'ai bloquée. Le silence qui a suivi n'était pas paisible au début. C'était inconfortable. Mon système nerveux avait été entraîné à confondre le chaos avec la connexion. Sans appel constant, je me surprenais à vérifier mon téléphone pour des urgences qui n'arrivaient plus. J'entendais un bourdonnement à une autre table dans un café et je sentais mon estomac se nouer. Je me réveillais tôt, convaincu que j'avais oublié de payer quelque chose pour quelqu'un. La guérison, ai-je découvert, ne ressemblait pas toujours à un soulagement. Parfois,
cela ressemblait à un sevrage. Pour me maintenir stable, j'ai fait des changements qui étaient pratiques plutôt que poétiques. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé et je l'ai nommé le mien. Chaque vendredi, le montant que j'envoyais à ma mère y allait à la place. Je me suis inscrite à un cours de certification le week-end pour évoluer vers un rôle d'analyste principal. J'ai commencé une thérapie, bien que je ne l'ai dit à personne dans ma famille car ils auraient qualifié cela de réaction excessive. Mon thérapeute m'a posé une question lors de notre deuxième séance qui est restée avec moi. Qui en profite quand vous croyez que vous êtes égoïste? Je n'ai pas répondu immédiatement car la réponse était trop évidente. Tout le monde sauf moi. Le mois suivant, la voiture de Chloé a été saisie. Je l'ai appris par mon cousin, non pas parce que j'avais demandé, mais parce que dans des familles comme la mienne, les nouvelles voyagent même quand les gens prétendent ne pas faire de commérage. Ma première réaction a été la culpabilité. Ma deuxième a été la colère contre la culpabilité. Chloé avait ignoré 3 avis de paiement. Mes parents avaient supposé que je couvrirais le solde une fois que la situation semblerait assez grave. Quand je ne l'ai pas fait, la voiture a disparu de son parc de stationnement d'appartement à 6h30 du matin. Elle a publié une citation vague en ligne sur la trahison. Personne n'a aimé cela à part ma mère. La même semaine, mon père a dû annuler un voyage de golf parce qu'il a utilisé l'argent pour couvrir le loyer en retard de Chloé. Pour la première fois, le coût de la protection de Chloé est sorti de sa vie à lui, pas de la mienne. Il n'a pas apprécié la leçon. À la fin du 2e mois, les conséquences se sont étendues davantage. Chloé est retournée vivre chez mes parents. Ma mère a cessé d'organiser les déjeuners du dimanche parce qu'elle ne voulait pas de questions. L'image fière de mon père en tant qu'homme qui maintenait sa famille unie s'est fissurée quand les proches ont réalisé qu'il l'avait maintenue unie avec mon argent et mon silence. Et moi, je ne célébrais pas leur lutte, mais je ne les en ai pas sauvés non plus. Cette distinction était importante. La vengeance n'était pas moi ruinant leur vie. La vengeance était de faire un pas de côté et de laisser leur choix arriver à leur propre porte. 3 mois après le déjeuner du dimanche qui a tout déclenché, ma mère m'a jointe par courrier électronique parce que son numéro était toujours bloqué. L'objet du message était: s'il te plaît, juste une conversation. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose en moi voulait savoir si le temps les avait adoucis ou leur avait simplement enseigné de nouvelles tactiques. Le message était plus court que ses habituels essais de culpabilisation. Elle a écrit que papa était sous pression, que Chloé n'allait pas bien et que la famille se sentait brisée. Elle m'a demandé de les retrouver dans un restaurant à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. J'ai accepté pour une seule raison. Je voulais dire à voix haute ce que mon silence avait déjà décidé. J'ai choisi le restaurant, j'ai fait la réservation à mon nom et je suis arrivé 10 minutes en avance. Ce détail comptait pour moi. Je ne marchais pas sur leur scène cette fois. Ils marchaient sur la mienne. Mon père avait l'air plus vieux quand il est entré. Pas frêle, pas vaincu, mais diminué de la manière dont les personnes fières ont l'air quand le monde a cessé d'applaudir. Ma mère portait un sac à main plein de mouchoirs et d'inquiétude. Chloé est venue en dernier, portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle était soit célèbre, soit dévastée. Aucun d'eux ne m'a serré dans ses bras. Bien. Je n'étais pas venu pour de l'affection. Nous nous sommes assis et pendant presque une minute entière, personne n'a parlé. Finalement, mon père s'est raclé la gorge et a dit: cela a été assez loin. J'ai presque souri. Même dans un restaurant qu'il n'avait pas choisi, face à une fille qu'il ne contrôlait plus, il ouvrait toujours comme un homme président une réunion. J'ai dit: je suis d'accord. L'espoir a vacillé sur le visage de ma mère trop rapidement. Puis j'ai continué. C'est pourquoi cela s'arrête aujourd'hui. Chloé a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient gonflés, mais sa voix était tranchante. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tout le monde pense que je suis une sangsue inutile maintenant. Je l'ai regardée attentivement. Pendant des années, je l'avais vue comme une victime du favoritisme de mes parents. Et à certains égards, elle l'était. Ils l'avaient aimée jusqu'à l'impuissance. Ils l'avaient protégée de la responsabilité jusqu'à ce que les conséquences ressemblent à des abus. Mais elle n'était plus une enfant. Elle avait profité de mes sacrifices tout en insultant ma vie. Elle avait accepté mon argent et m'avait qualifié d'ennuyeuse, amère, jalouse et froide. Je ne t'ai pas fait passer pour une sangsue, ai-je dit. J'ai montré aux gens les marques de morsure.
Ma mère a tressailli. La mâchoire de mon père s'est crispée. Chloé a commencé à pleurer, mais cette fois je n'ai pas bougé vers elle. Je n'ai pas passé de serviette. Je n'ai pas adouci la phrase. Ma mère a chuchoté. Caitlin, s'il te plaît. C'est ta sœur. J'ai répondu. Et j'étais sa sœur quand elle m'a menti. J'étais sa sœur quand vous avez utilisé mon salaire comme une ressource familiale. J'étais sa sœur quand papa a appelé mon lieu de travail. Aucun de vous ne s'en est souvenu. Puis mon père s'est penché en avant. Nous avons fait des erreurs, mais tu nous as humiliés. Il était là, la chose la plus proche d'une excuse qu'il pouvait formuler, enterré sous une accusation. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une seule feuille de papier. Pas le dossier complet cette fois, juste une page. Je l'ai placée sur la table. Elle listait mes conditions. Plus d'argent, plus de demandes de paiement, plus de contacts avec mon lieu de travail, plus de publications publiques à mon sujet, plus d'utilisation de proches comme messagers, plus d'entrée dans mon immeuble. Toute relation à l'avenir exigerait des excuses écrites reconnaissant ce qui s'était passé sans m'en blâmer pour l'avoir révélé. Ma mère a regardé la page comme si je lui avais remis des documents légaux. D'une certaine manière, je l'avais fait. Mon père a lu jusqu'à la moitié et s'est moqué. Tu traites tes parents comme des criminels. J'ai dit. Je traite les violations répétées de limites comme des violations répétées de limites. Chloé a ri amèrement. Une excuse écrite. Tu penses vraiment que tu es si importante? C'était le moment où j'ai su qu'elle ne comprenait toujours pas. Perdre mon argent l'avait blessée. Perdre la sympathie publique l'avait embarrassée. Retourner à la maison l'avait dérangée. Mais rien de tout cela n'était encore devenu des remords. J'ai croisé mes mains sur la table et j'ai dit. Non, Chloé, je comprends enfin que je suis importante pour moi. Le serveur est passé, a senti la tension, et s'est échappé avec seulement des commandes d'eau. Mon père a baissé la voix. Ta mère a à peine dormi. J'espère que tu es fier de toi. L'ancienne Caitlin se serait effondrée sous cette phrase. La nouvelle a entendu la manipulation clairement. Le sommeil de maman n'est pas ma responsabilité. Le loyer de Chloé n'est pas ma responsabilité. Ta réputation n'est pas ma responsabilité. Je suis responsable de mes choix et j'ai payé pour les vôtres assez longtemps. Ma mère a commencé à pleurer. Nous avions peur pour Chloé. J'ai hoché la tête. Je vous crois, mais vous n'avez jamais eu peur pour moi. Vous m'avez regardé réduire ma vie pour garder la sienne confortable. Elle a couvert sa bouche d'une main. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la reconnaissance traverser son expression. Pas assez, mais quelque chose. Mon père l'a vu aussi, et la panique a traversé son visage car la culpabilité de ma mère était l'un des piliers qui maintenait sa version de la famille unie. Il s'est tourné vers moi et a dit. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever deux filles avec des besoins différents. J'ai répondu. Tu as raison. Mais je sais ce que c'est que d'être la fille dont les besoins ont été rejetés parce que l'autre était plus bruyante. La table est devenue silencieuse. À proximité, les conversations ont continué. Les fourchettes ont cliqueté. Quelqu'un a ri près du bar, et tout cela a rendu notre silence encore plus lourd. Chloé s'est levée brusquement. Je ne suis pas assise ici pour être attaquée. J'ai dit. Alors ne le sois pas. Mais avant que tu ne partes, écoute ceci une fois. J'espère que tu obtiendras un travail. J'espère que tu construiras une vie. J'espère que tu deviendras quelqu'un que tu respectes. Mais je ne paierai plus jamais le prix pour ton refus d'essayer. Elle a regardé nos parents, attendant qu'ils me condamnent. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a regardé la page. Personne n'est venu à son secours assez vite. Chloé a attrapé son sac et est sortie. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était comme regarder la scène finale d'une pièce de théâtre que j'avais dépassée. Ma mère a de nouveau tendu la main vers le papier. Si nous nous excusons, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Viendras-tu à la maison pour le dîner? J'ai secoué la tête. Une excuse n'est pas un billet de retour à la normale. La normale était le problème. Mon père a repoussé le papier vers moi. Je ne signerai pas d'aveu. Je l'ai pris calmement. Alors nous n'avons rien d'autre à discuter. Il m'a regardé,
furieux et impuissant parce que j'avais retiré les seuls outils qu'il savait utiliser. Aucun cri ne me ferait payer. Aucune culpabilité ne me ferait plier. Aucun public ne le sauverait parce que j'avais déjà montré au public la vérité. Je me suis levé, j'ai placé assez d'argent sur la table pour ma boisson, et je les ai regardés tous les deux une dernière fois. Je ne vous demande plus de choisir entre vos filles. Je me choisis moi. Puis je suis sorti. Derrière moi, ma mère a appelé mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air était froid sur mon visage, et mes mains tremblaient à nouveau, tout comme elle l'avait fait après le déjeuner du dimanche. Mais cette fois, je ne tremblais pas de peur. Je tremblais de la force de devenir enfin quelqu'un que ma famille ne pouvait pas acheter, presser ou humilier publiquement pour obtenir mon obéissance. Après cette réunion, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain en une paix parfaite. J'avais encore de mauvaises matinées. Je me sentais encore coupable quand une fête de famille passait et que je ne rentrais pas à la maison. Je me surprenais encore à me demander si Chloé avait trouvé du travail, si ma mère dormait, si mon père disait aux gens que j'étais devenu cruel. Mais la différence était que je ne traitais plus chaque sentiment comme une instruction. La culpabilité pouvait venir sans s'installer. L'amour pouvait exister sans accès. Les souvenirs pouvaient faire mal sans devenir une raison de revenir. Je me suis concentré sur la reconstruction des parties de moi-même qui avaient été utiles à tout le monde sauf à moi. J'ai terminé mon cours de certification et j'ai postulé pour le rôle d'analyste principal. Pendant l'entretien, quand ils m'ont demandé de parler d'un moment où j'avais géré des données financières difficiles, j'ai failli rire. J'ai donné une réponse professionnelle sur l'exactitude, la documentation et la communication de vérités inconfortables. J'ai obtenu la promotion 2 semaines plus tard. L'augmentation était plus importante que le montant mensuel que j'envoyais à ma mère. Je me suis assise dans ma voiture après le travail avec la lettre d'offre ouverte sur mon téléphone et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait pendant tout le désastre familial. Non pas à cause de l'argent seulement, mais parce que je comprenais enfin ce que ma vie pouvait contenir quand je cessais de la verser dans un seau sans fond. J'ai réservé un voyage d'un week-end sur la côte avec mes propres économies. Rien d'extravagant, une petite auberge, une vue sur l'eau grise, et 2 matins où personne ne m'a qualifié d'égoïste avant le petit déjeuner. Le deuxième soir, j'ai marché le long du rivage et j'ai pensé au mot vengeance. Les gens imaginent la vengeance comme crier, détruire, exposer, gagner. Parfois c'est le cas. Parfois, la vengeance est un dossier placé sur une table basse pendant que des menteurs réalisent que la vérité a une colonne vertébrale. Parfois, c'est une voiture qui est saisie parce que la personne qui payait toujours a finalement arrêté. Parfois, c'est un père qui annule son voyage parce que le fardeau qu'il avait assigné à sa fille lui est revenu. Mais la vengeance la plus profonde et plus silencieuse, c'est devenir indisponible pour les gens qui ont survécu en vous utilisant. C'est regarder leur version de vous s'effondrer parce que vous avez refusé de l'interpréter plus longtemps. C'est répondre à vos propres besoins avant la crise de quelqu'un d'autre. 1 mois après la réunion au restaurant, ma mère a envoyé les excuses, pas par message texte, par courrier électronique. L'objet du message était simplement « Je suis désolé. » J'ai attendu 2 jours avant de l'ouvrir. Ces mots étaient prudents, imparfaits et clairement difficiles pour elle. Elle a écrit qu'elle avait confondu ma force avec une capacité sans fin. Elle a admis qu'elle avait protégé Chloé des conséquences et s'attendait à ce que je les absorbe. Elle s'est excusée pour la publication sur les réseaux sociaux, pour avoir laissé papa appeler mon lieu de travail, et pour m'avoir fait sentir que l'amour devait être gagné par des paiements. Elle n'a pas blâmé le stress. Elle n'a pas dit si tu t'es senti blessé. Elle a dit que nous t'avons blessé. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Puis j'ai imprimé le courrier électronique et je l'ai placé dans un nouveau dossier distinct des preuves. J'ai nommé ce dossier possible. Pas pardonné. Pas réparé. Possible. Mon père ne l'a pas signé. Chloé n'a rien envoyé. Cela m'en a dit long. 1 semaine plus tard, ma mère m'a demandé si nous pouvions prendre un café, juste nous deux dans un endroit public. J'ai accepté avec des conditions. 1 heure. Pas de discussion sur les factures de Chloé, pas d'invité surprise, pas de pression pour reprendre les dîners de famille. Elle a accepté. Quand je l'ai vue au café, elle avait l'air nerveuse d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pour une fois, elle ne me gérait pas. Elle me rencontrait.
Nous avons parlé maladroitement au début. Elle a posé des questions sur ma promotion. Je lui ai raconté. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a dit. J'aurais dû te célébrer davantage. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. J'ai laissé la phrase se tenir entre nous et faire son travail. Puis j'ai dit. Oui, tu aurais dû. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de l'honnêteté. Elle a hoché la tête et pour la première fois, elle ne s'est pas défendue. Ce petit moment n'a pas effacé des années de dommages, mais il m'a montré quelque chose d'important. Les limites n'ont pas rendu la réconciliation impossible. Elles ont fait de la réconciliation honnête la seule option restante. Mon père est resté silencieux pendant un autre mois. Puis il a envoyé par la poste un chèque de $5000 sans aucun mot. Je l'ai renvoyé par courrier certifié. Une semaine plus tard, il a envoyé une seule phrase par courrier électronique. Je ne sais plus comment te parler. J'ai répondu. Commence par la vérité. Il n'a pas répondu. Peut-être qu'un jour il le fera. Peut-être pas. Chloé a fini par trouver un emploi dans un salon local en tant que réceptionniste. J'ai appris par mon cousin qu'elle détestait les horaires mais aimait avoir son propre argent. Bien. Je pensais ce que j'ai dit au restaurant. Je ne voulais pas qu'elle soit détruite. Je voulais qu'elle soit déconnectée de mon portefeuille assez longtemps pour se rencontrer elle-même. Si elle a changé après, cela ne dépendait que d'elle. Mon histoire ne s'est pas terminée par un câlin familial dramatique ou une victoire au tribunal. Elle s'est terminée par quelque chose de mieux. Une porte verrouillée, un compte équilibré, un téléphone silencieux et une vie qui m'appartenait enfin. À Thanksgiving, je ne suis pas allé chez mes parents. J'ai préparé le dîner avec 2 amis du travail et une voisine qui a apporté une tarte parce qu'elle a dit que personne ne devrait manger seul à moins de le vouloir vraiment. À un moment donné, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Je pense à toi aujourd'hui. Aucune pression pour répondre. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai tapé. Je le suis. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas ajouté de cœur. Je ne me suis pas excusé pour la distance. Je ne me suis pas expliqué. C'était suffisant. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement en regardant la pluie glisser sur la vitre et j'ai pensé à la femme que j'avais été lors de ce déjeuner du dimanche. Elle avait été terrifiée, mais elle s'était levée quand même. Elle ne savait pas que toute la famille se retournerait contre elle. Elle ne savait pas que les reçus exposeraient des années de manipulation. Elle ne savait pas que sa sœur perdrait son filet de sécurité, que son père perdrait le contrôle, que sa mère perdrait le confort de faire semblant, et qu'elle-même gagnerait un avenir. Elle ne savait qu'une seule chose. Être responsable ne signifiait pas être sacrifié. Si vous avez déjà été qualifié d'égoïste pour vous être enfin choisi, souvenez-vous de ceci. Les personnes qui profitent de votre silence appelleront souvent vos limites une trahison. Laissez-les faire. La vérité ne devient pas cruelle simplement parce qu'elle est dérangeante. Et si votre famille ne vous valorise que lorsque vous payez, réparez, sauvez ou vous effacez, peut-être que la chose la plus puissante que vous puissiez dire est la même chose que j'ai dite. Elle est adulte. Elle peut prendre soin d'elle-même. Ensuite, levez-vous, sortez et laissez chaque appel téléphonique après cela prouver exactement pourquoi vous deviez partir. Alors dites-moi honnêtement dans les commentaires, pensez-vous que Caitlyn devrait un jour pardonner complètement à sa famille ou devrait-elle continuer à les aimer à distance pour toujours? L'histoire est fictive, uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Nous espérons et montrons qu'après une trahison, la meilleure fin n'est pas toujours la vengeance mais la liberté, la guérison et une version plus forte de vous-même.